Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Samedi Politique. Aujourd'hui, je reçois un invité que vous êtes nombreux à réclamer, souvent d'ailleurs, François Asselineau. Bonjour François Asselineau. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est la deuxième fois, donc vous êtes un habitué presque maintenant. Vous êtes le président de l'UPR, donc un parti fondé le 25 mars 2007, c'était d'ailleurs l'anniversaire du traité de Rome. Le 50e anniversaire. 50e précisément, il y a donc 11 ans. Si j'arrive à compter à peu près. Vous êtes aujourd'hui à un peu plus de 32 000 adhérents, donc un parti important. Je crois que ça mérite d'être souligné. Vous militez, tout le monde le sait, pour la sortie de l'Union européenne, pour que la France sorte de l'Union européenne, sorte de l'euro, cela va sans dire, et de l'OTAN. À l'heure où nous enregistrons, nous sommes jeudi. Néanmoins, votre université d'automne, elle, a lieu ce week-end. Donc, au moment où nous sommes diffusés, elle a déjà lieu, elle est en cours. Est-ce que vous pouvez néanmoins nous proposer et nous expliquer quels sont les différents enjeux de ce rendez-vous ? Alors d'abord, c'est un grand rendez-vous annuel. C'est la 8e fois qu'on fait une université d'automne. On aime bien faire ça un petit peu différemment des autres. Donc c'est à l'automne. Les autres partis font ça l'été. Enfin, font... Je devrais dire faisait, puisque vous avez vu qu'il n'y a pratiquement plus aucun parti qui soit capable de mobiliser des adhérents, à part France Insoumise, mais le Front National, les Républicains, En Marche, ELV, etc., ils sont incapables de faire ce que nous allons faire, c'est-à-dire nous avons actuellement déjà pratiquement 1000 inscrits, on va avoir 1100, 1200 personnes qui vont venir à Valère, dans l'Indre-et-Loire. Alors c'est le grand rendez-vous annuel où se rassemblent des adhérents venus de toute la France, métropolitaine, de la France d'outre-mer et de l'étranger, qui aiment bien se rencontrer. Et puis c'est également pour nous l'occasion d'avoir des débats avec des personnalités extérieures qui ne sont pas forcément à l'UPR, mais qui jugent que nos débats sont intéressants et que nous sommes un parti en plein essor. Ce qui est vrai, puisque d'année en année, il y a de plus en plus de monde. Donc samedi le matin, j'ai un grand débat avec l'essayiste très connu Emmanuel Todd, que je connais bien, et nous allons parler sur un sujet quand même assez angoissant que beaucoup de Français ont à l'esprit, qui est la France va-t-elle disparaître ? Ce débat sera modéré par un de nos jeunes adhérents très brillant et intelligent qui s'appelle Aurélien. Choisi au hasard. Qui s'appelle Aurélien Enthoven et dont les parents sont assez connus, ce qui a valu d'ailleurs une petite couverture média sur cette affaire. Et puis l'après-midi, nous aurons une grande table ronde sur un autre sujet qui concerne l'Allemagne. L'Allemagne va-t-elle sortir de l'Union européenne et de l'euro en particulier? Parce que ce qui se passe actuellement en Allemagne, il n'y a que nous, je pense, parmi les partis politiques qui suivons ça de près. Les Allemands, les dirigeants économiques allemands sont extrêmement inquiets des évolutions de l'euro. Et pour parler de ça, nous aurons Édouard Husson, qui est un grand spécialiste de l'Allemagne, normalien, ancien directeur général de l'École supérieure de commerce de Paris. Nous aurons Coralie Delhomme et David Kella, qui ont coécrit un ouvrage qui s'appelle « L'Union européenne va disparaître ». David Kella, qui fait partie des économistes atterrés. Coralie Delhomme, qui a écrit par ailleurs par elle-même un autre ouvrage qui s'appelle « Le couple franco-allemand n'existe pas ». Et puis nous aurons dans cette table ronde aussi Vincent Brousseau, notre responsable des questions monétaires, qui est l'un des meilleurs spécialistes de l'euro, qui a travaillé pendant 15 ans à la BCE. Le tout sera animé par Lauriane Mollier, qui est une blogueuse à succès, qui a, je crois, 30 000 abonnés, et qui est adhérente de l'UPR et qui vit en Allemagne. Et puis, cette journée de samedi, c'est les grands temps forts de notre université, se conclura par mon discours de rentrée, où je présenterai au public présent et également aux médias, parce qu'on va avoir des médias nationaux qui, pour la première fois, vont venir. Je présenterai la perspective de développement de l'UPR pour les mois qui viennent, évidemment la perspective étant les élections européennes de mai 2019. Alors on sait, François Asselineau, que vous aimez bien être classé toujours dans les divers, ni à gauche ni à droite. Quand même, quand on aligne Coralie Delhomme, Emmanuel Todd, David Kella, ça va, vous n'avez pas peur d'être trop à droite cette fois? Mais écoutez, il y a encore des gens qui considèrent que nous serions un mouvement de droite. On n'est pas davantage un mouvement de gauche. À l'UPR, c'est le Conseil national de la résistance. Là, je ne plaisante pas. La situation est gravissime. Notre pays est dans une situation, je pense, qu'il a rarement été dans une pire situation qu'actuellement. On voit bien qu'on a un président de la République qui est totalement dépassé par les événements et qui n'a pas du tout la carrure de la fonction.
C'est une honte, la façon dont ce monsieur se comporte. Enfin, on pourrait en parler pendant des heures. On voit bien qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion, que la France est dirigée depuis l'étranger, ce que je ne cesse de dire depuis 11 ans. Elle est dirigée par la Commission européenne depuis Bruxelles, par la Banque centrale européenne depuis Francfort et par l'OTAN qui est pilotée depuis Washington. Et que face à ça, on a une scène politique française qui est en train de s'effondrer. Voilà. Et les autres partis politiques, je donnerai un exemple, un seul exemple. Nous avons 0 € d'emprunt bancaire. Nous ne vivons que de l'argent de nos donateurs, de nos adhérents, de nos sympathisants. C'est tout. On n'a pas d'argent public, on n'a pas d'emprunt bancaire, on n'a pas de valise de l'émir du Qatar ou de Vladimir Poutine. Et vos comptes de campagne ont été validés? Nos comptes de campagne ont été parfaitement validés. Les 574 comptes de nos 574 candidats aux législatives ont été validés. Eh bien, ce que je voudrais dire, c'est que moi, quand je vois les autres partis politiques, pratiquement tous, ils sont tous au bord du dépôt de bilan, quasi faillite, etc. Les Républicains, ils ont je ne sais plus combien, aux dernières nouvelles, je crois qu'ils avaient 50 ou 60 millions d'euros de dettes. Les Républicains ne vivent que parce qu'ils ont des crédits revolving qui leur sont accordés par des banques. Si je lis bien les gazettes, le Front National est au bord du dépôt de bilan. Le Parti Socialiste, c'est terminé. Écoutez, les autres, ils en sont où? Et ces partis politiques, et même En Marche, il y aura bientôt plus de députés que de militants. C'est la fuite est perdue. Il n'y a plus personne à En Marche. Bon. Ces partis-là prétendent vouloir redresser la France et nous donner des leçons de bonne gestion, mais qui commencent déjà par bien gérer leur boutique. Nous avons 0 € d'emprunt bancaire, j'insiste, et nous avons un petit matelas pour préparer les européennes. C'est-à-dire que nous avons une gestion, je me permets de le signaler, qui est exemplaire. Alors si les Français veulent un jour redresser la France, eh bien qu'ils regardent déjà comment les responsables politiques gèrent leur propre boutique. C'est tout à fait excellent. Alors justement, avant de parler des élections européennes, évidemment un sujet qui va occuper une grande partie de cette émission, j'aimerais qu'on fasse une page à l'international. Vous avez passé plus de 15 jours au début de ce mois d'octobre en Nouvelle-Calédonie, une Nouvelle-Calédonie qui va voter le 4 novembre prochain sur son indépendance. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Permettez-moi de revenir un tout petit peu. Vous avez parlé d'international. On est quand même en France. En Outre-mer, certes. C'est dans l'Outre-mer. Pacifique Sud. Voilà. Alors, la Nouvelle-Calédonie, c'est un pays que je connais, enfin, une terre française que je connais bien, puisque j'y suis allé il y a un certain nombre d'années, 30 ans. J'avais fait une mission, comme j'étais jeune inspecteur des finances, sur les problèmes fonciers. Alors moi, j'y ai passé 15 jours, parce que moi, vous savez, quand je vais quelque part, j'essaie de consacrer du temps, je rencontre les gens, je vais sur place, je discute, et je passe pas en coup de vent, c'est pas, je crois, monsieur Vauquier, il est passé 24 ou 48 heures, il est reparti, après ça, il y a eu monsieur Alliot, qui est pas mal, mais tout ça, c'est pas respectueux des gens. Il faut aller voir les gens, discuter avec eux, je suis allé sur le terrain, je suis allé d'ailleurs remercier 2 maires qui m'ont parrainé pour la présidentielle. L'un qui est le maire de Pointe-Boute, qui est un maire loyaliste, qui est un broussard, un caldoche, et l'autre qui est le maire de Touault, qui est monsieur Alphonse Poignine, qui lui est un maire indépendantiste et qui est un Kanak. Moi, je reviens de là avec quand même plusieurs convictions. La situation s'est quand même singulièrement améliorée depuis une trentaine d'années, c'est-à-dire que les tensions, il y a 30 ans, on avait l'impression d'être en Rhodésie ou en Afrique du Sud. Maintenant, non, ça n'est plus vrai. Il y a eu quand même un rééquilibrage qui a été fait. La deuxième chose que j'ai vue, c'est que les caldoches, les métropolitains, mais aussi les Wallisiens, Tahitiens, Vietnamiens qui vivent sur le territoire vont tous voter à 98% contre l'indépendance. Et chez les Kanaks, qui représente à peu près 45% de la population, il y a à peu près, comme ça, je dirais, vu de nez, il y a quand même un bon tiers qui va voter également contre l'indépendance. Moi, j'ai milité contre l'indépendance, mais en insistant sur un certain nombre de choses, parce que ce qui ne va pas, et moi j'ai été tout à fait frappé de voir que le discours à la fois des broussards, des caldoches, qui sont là depuis 4 ou 5 générations, comme d'un certain nombre de Kanaks, en fait, ce qu'ils reprochent, c'est pas finalement la France, c'est le fait qu'à Nouméa, il y a dans les allées du pouvoir de Nouméa, dans la province locale, il y a des gens qui ne sont pas fréquentables. Voilà. Des gens d'ailleurs dont j'avais épinglé dans mon rapport sur l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier il y a une trentaine d'années. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ce territoire, je pense que le référendum va être remporté par les anti-indépendantistes, ce dont je me réjouis, mais il faut aller au-delà, il faut affirmer la présence française sur place, il faut continuer au rééquilibrage sur place, et puis c'est pour nous,
quand même une formidable plateforme de développement de la présence de la France dans un océan qui est éminemment un océan anglo-saxon. Et moi, ce que j'ai dit aux indépendantistes, que je suis allé voir, j'ai été reçu très bien partout, hein, y compris à Radio Jido, qui est la radio indépendantiste. Mais moi, je m'entends bien avec les Kanaks, parce que quand on leur parle et quand on les respecte, vous apercevez qu'en fait, ils sont des gens extrêmement, nos compatriotes sont très fins et finalement beaucoup moins, comment dirais-je, ultra que ce que l'on pourrait penser. Et j'ai dit à toutes les personnes que j'ai rencontrées, y compris aux Kanaks, si la France se retire demain, la France elle assure 71% du budget du territoire. Soit la Calédonie va s'effondrer économiquement comme la Grande Comore par exemple, ou comme le Vanuatu, les anciennes Nouvelles-Hébrides, soit il y aura une autre puissance qui s'installera à la place des Français, ça sera les Australiens ou les Chinois. Or, les Australiens et les Chinois, c'est pas formidable. Hein. Et alors, peut-être qu'il faut aussi prendre la question dans l'autre sens. Peut-être que des compatriotes français métropolitains se posent la question de savoir s'il est toujours positif pour eux de conserver un territoire tel que la Nouvelle-Calédonie. Alors oui, c'est vrai que ça coûte de l'argent. Objectivement, ça nous coûte de l'argent. Mais moi, d'abord, je suis de ceux qui pensent que maintenant, on a quand même, depuis le rattachement à la France, ça a été décidé en 1853, sous Napoléon III. Donc ça fait quand même maintenant 180 ans, à peu près, 170 ans, que c'est une terre française. Je pense qu'il faut tenir compte de l'histoire. On a sur place quand même, Nouméa est devenu une très grande ville. Moi, quand j'y étais allé il y a 30 ans, il y avait sur le territoire à peu près quelque chose comme 140 000 habitants. Maintenant, il y a 300 000 habitants. Ça reste encore une terre, ça fait 400 km de long, hein, donc c'est quand même une terre qui est encore très largement vide. Mais Nouméa, c'est une très grande ville. On a quand même des responsabilités locales. Accessoirement, vous savez que c'est le deuxième producteur de nickel du monde. Mais c'est pour nous un formidable point de développement de notre culture et de notre influence. Moi, je trouve qu'on ferait mieux de donner un peu plus d'argent à la Nouvelle-Calédonie et un petit peu moins par l'Union européenne, par exemple, à la Pologne, qui achète des avions américains F-35 contre les avions d'assaut, par exemple. Alors, on va toujours rester à l'international, à cheval avec la France, puisqu'on va parler de francophonie à présent. Très récemment, a été élue à la tête de la francophonie une professeure d'anglais d'origine rwandaise. Je vais essayer de dire son nom, mais je vous promets rien. C'est Louise Mushikiwabo. C'est une nomination qui a beaucoup fait réagir, puisque Paul Kagame, le président rwandais, a déjà décidé quelque temps avant de retirer le français comme langue officielle. Avant de vous faire réagir, Monsieur Asselineau, je vous propose de regarder les réactions qui ont été après cette nomination sur Twitter. J'exprime ma profonde gratitude à tous ceux qui m'ont soutenu dans cette belle aventure jusqu'au secrétariat général de la francophonie 2018. Aux dirigeants africains et non africains qui m'ont porté aujourd'hui à la tête de notre organisation. 1000 fois merci. Madame Mushikiwabo, 2 fautes dans un tweet. Une Rwandaise à la tête de la francophonie. Seul Macron pouvait avoir une idée aussi absurde. Le Rwanda, c'est en effet la violation permanente des droits de l'homme, la suppression du français dans les médias et à l'école, l'adhésion au Commonwealth. On ne pouvait pas faire pire. Français, seconde langue étrangère la plus apprise. 58% des francophones résident en Afrique, 760 millions de francophones en 2060. Choisir de soutenir une ministre du Rwanda, pays en voie d'anglicisation, pour présider la francophonie, c'est une faute. Élire à la francophonie la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, dirigée par Kagame, l'un des responsables du génocide et de la guerre civile, un criminel, est honteux. C'est une nouvelle trahison de Macron, une faute. Louise Mushikiwabo, ministre du Rwanda, qui a remplacé le français par l'anglais, est élue secrétaire générale de la francophonie. Le soutien de Macron est un affront à la langue française, lui le dirigeant de la plus grande nation francophone du monde. Il n'est pas normal que Madame Mushikiwabo soit la secrétaire générale de l'OIF, sous prétexte d'être soutenue par Emmanuel Macron, alors que Paul Kagame a supprimé le français comme langue officielle du Rwanda au profit de l'anglais, le comble du mépris en devenant membre Commonwealth. Louise Mushikiwabo, à la tête de la francophonie, ou le prix de la France pour se pardonner des erreurs de son passé diplomatique des années 90 au Rwanda. Mais la Canadienne Michaëlle Jean s'accroche, le navire francophone tangue.
L'élection de Louise Mushikiwabo à la tête de la francophonie est une injure à 80 millions d'habitants du Congo, premier pays francophone où son patron Kagame est venu massacrer des millions de personnes. Qu'il sache que beaucoup de Français partagent leur déception. Alors qu'est-ce que ça vous évoque, François Asselineau ? D'abord, je dirais que je partage en gros ce qui a été dit. C'est quand même assez choquant de voir que Emmanuel Macron soutient quelqu'un qui appartient à un parti, à un gouvernement, dont on a l'impression qu'ils ont fait de l'éradication de la présence française un objectif. Bon, ça n'est pas normal. Bon. Alors évidemment, il peut peut-être se dire que ça va atténuer cette preuve. Non, moi ça, je n'y crois pas. Paul Kagame, c'est un Tutsi qui est en fait une espèce de dictateur et qui surtout, je crois que c'est Jacques Millard qui l'a rappelé dans son message Twitter. Dans l'est du Congo, il y a des atrocités qui sont largement couvertes d'ailleurs par Paul Kagame. Derrière tout ça, il y a des ressources minérales en matière première qui sont très importantes. Et en fait, Paul Kagame est soutenu par l'oligarchie euro-atlantique. C'est ça la vérité. On ne parle jamais des exactions qu'il y a dans l'Est Congo, où il y a des abominations qui ont lieu quotidiennement depuis des années. Moi, je dirais là-dedans, la seule chose avec laquelle je ne sois pas d'accord, c'est que lorsque les gens disent Emmanuel Macron a choisi de soutenir, je pense que c'est pas comme ça que les choses se passent. Je pense que M. Macron, c'est une marionnette et qu'il doit recevoir des appels téléphoniques ou des gens qui lui disent bon là, il faut soutenir ça. Écoutez, on a quelqu'un à la tête de l'Élysée qui prend des décisions qui semblent le contraire de l'intérêt national dans tous les domaines. C'est quand même Macron qui a bradé, quand il n'était pas encore président, vous savez, l'aéroport de Toulouse à des escrocs chinois. Après ça, il a bradé le TGV à l'Allemagne. Maintenant, il soutient quelqu'un qui est anti-française à la francophonie. Lui-même avait d'ailleurs dit récemment, il n'y a pas très longtemps, que la meilleure façon de soutenir la francophonie, c'était de parler en anglais. Enfin, c'est du délire, quoi. Ce monsieur, et je pense qu'il a un problème psychiatrique, Macron. Maintenant, vous savez qu'en matière sur l'Allemagne, il veut, la dernière nouvelle, c'est qu'il voudrait partager le siège au Conseil de sécurité, peut-être même aller jusqu'à ensuite donner notre force de frappe à l'Allemagne ou la partager. Qu'est-ce que l'on obtient en échange ? Rien, jamais. C'est-à-dire que M. Macron, on a l'impression qu'il a été là pour démantibuler la France, la vendre à l'encan. Voilà. Donc ça, j'allais dire, c'est un scandale de plus. À la limite, c'est pas le scandale le pire, parce que Madame Louise Mushikiwabo, dont j'écorche peut-être le nom, elle-même, elle va rester là. Je crois que c'est un mandat qui doit durer 2 ans, quelque chose comme ça. Bon, voilà. Heureusement, la francophonie se développe par ailleurs. Moi, j'aurais été à la place du président de la République actuelle. Eh bien, j'aurais soutenu certainement un Africain, parce que la langue française devient une langue de plus en plus africaine, mais un Africain d'un pays d'Afrique francophone, où on a de brillants intellectuels, mais qui n'auraient pas, mais ça aurait certainement déplu à une oligarchie euro-atlantiste qui n'a de cesse que d'essayer de torpiller l'influence de la France. Alors, on l'a commencé déjà à en parler un petit peu avec cette affaire de siège du Conseil de sécurité de l'ONU avec l'Allemagne. On va parler donc de l'Union européenne. Les élections, vous l'avez rappelé, européennes se dérouleront 2 mois à peu près après la consommation, j'allais dire, du Brexit le 29 mars prochain. Vous pensez, vous, de votre côté, que c'est plutôt positif ? Ah oui, le Brexit aura lieu juridiquement le 29 mars prochain. Les élections européennes en France le 26 mai, donc effectivement presque 2 mois après. Alors déjà, il y a des gens qui doutent, est-ce que le Frexit va avoir lieu ou pas ? Oui, le Frexit aura lieu, enfin sauf vraiment un coup de tonnerre incroyable, parce que tout simplement la loi sur le Brexit, la loi sur le Brexit a été votée, puis elle a été promulguée fin juin, parce que l'on appelle le Royal Assent, c'est-à-dire le sceau de la reine d'Élisabeth II, qui, dans la mentalité des Britanniques, ça sacralise une décision. C'est mieux, si j'ose dire, que la promulgation au journal officiel de la République française de nos lois. Donc le Brexit aura lieu. Savoir quelle forme exactement il va prendre, c'est une autre histoire. Bon, mais une histoire compliquée, visiblement. Une histoire compliquée parce que le Royaume-Uni n'est pas dans la même situation que nous. Il a quelque chose, par rapport à ce que sera le Frexit, il a quelque chose de moins difficile à gérer, qui est la sortie de l'euro, puisque les Britanniques, très sagement, ont refusé d'entrer dans l'euro. Ils ont appliqué leur politique séculaire qui s'appelle wait and see, ou attendre et voir. Eh bien, they have waited and they have seen. Ils ont attendu, ils ont vu le désastre de l'euro, donc ils n'y sont pas entrés.
En revanche, ils ont un problème que nous n'avons pas, c'est le problème de l'Irlande du Nord. Ça, c'est très très embêtant pour eux, puisque l'Irlande du Nord fait partie du Royaume-Uni, alors que le sud de l'Irlande, c'est la République d'Irlande. Or, la République d'Irlande fait partie de l'Union européenne et l'Irlande du Nord va sortir de l'Union européenne. Donc il y a la question de la frontière. Il y a la question de la frontière. Normalement, il faudrait rétablir une frontière, oui, mais il y avait les accords de Belfast qui avaient assuré la paix entre les deux morceaux de l'île, qui avaient justement posé un principe fondamental qui était la libre circulation. Résultat, Bruxelles dit il faudra mettre une frontière entre l'Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni. Oui, mais l'histoire est pleine de rebondissements. Madame Theresa May avait fait une dissolution du Parlement et elle a une majorité extrêmement étroite. Et pour assurer la majorité, elle a besoin du petit parti unioniste d'Irlande du Nord qui, justement, refuse bec et ongle toute frontière avec le reste du Royaume-Uni. Donc ils ont ce genre de difficultés. Et puis au-delà de ça, il y a à savoir quelle va être est-ce que ça va être le soft Brexit, le hard Brexit. Et bon, moi, ce que je retiens, c'est que le 29 mars 2019, le Royaume-Uni sera officiellement sorti de l'Union européenne. Il n'y aura plus l'application des directives des travailleurs détachés. Il n'y aura plus le droit européen qui s'imposera, qui primera sur le droit britannique. Vous avez vu qu'ils ont déjà sorti leur nouveau passeport où ils enlèvent le drapeau bleu aux étoiles d'or. En termes symboliques, tout ça est très très fort. Madame Theresa May et ses ministres parcourent le monde entier pour nouer des partenariats, notamment des accords de libre-échange avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Canada, l'Australie, Saoudite. Voilà. Donc ils développent beaucoup leurs relations. Vous savez, c'est pas des imbéciles, les Britanniques. Ce sont les grands défenseurs depuis la Magna Carta de 1215. Ça va faire donc depuis plus de 800 ans que le Royaume-Uni est à l'avant-garde de la défense des libertés publiques en Europe. Ils sont encore en train de le démontrer, parce que le fondamental du Brexit, c'est ce que disaient les Brexiteurs, au bout du compte, c'est un problème de démocratie. Et ce qui se passe en ce moment en Italie montre que c'est les Britanniques qui ont raison, et c'est ce qui se passe en France. Et c'est ce que je ne cesse de dire depuis 11 ans et demi que j'ai créé l'UPR. Le slogan de notre parti, c'est l'union du peuple pour rétablir la démocratie, parce que le problème de fond, c'est la démocratie. Alors justement, ça tombe bien, parce que nous avons fait parler la démocratie. Nous sommes allés faire un micro-trottoir dans le 11e arrondissement de Paris, à côté de la Bastille. Alors, je préviens tout de suite nos téléspectateurs qui vont encore se plaindre que nous avons fait un micro-trottoir à Paris, que nous n'avons pas encore les moyens d'envoyer une équipe pour les faire en province. Mais si vous voulez nous aider, faut pas vous gêner, on sera ravis d'aller en province. Et donc, nous sommes allés voir les Français, les Parisiens, de fait, pas très loin du siège de l'UPR, puisqu'il est dans le 11e aussi. Et on leur a demandé tout simplement ce qu'ils pensaient de l'Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez de l'Union européenne? Du bien. Oh, j'en pense plutôt du bien, dans le sens que je pense que ça a pu nous aider à éviter peut-être des conflits qui ont existé par le passé. Je suis une Européenne convaincue. Pour moi, c'est vraiment, c'était la solution à un certain nombre de conflits, à un certain nombre de situations. Et donc, je suis toujours très émue par l'Union européenne. On n'a pas d'autre choix que d'y aller. Même si aujourd'hui, ça pose en apparence beaucoup plus de problèmes que ça n'en résout. Pourquoi pas l'Europe, mais autrement? Grâce à l'Union européenne, aujourd'hui, il n'y a plus de guerre en Europe. Je pense que c'est bien d'être ensemble plutôt que d'être chacun dans son coin. C'est une Europe vraiment de l'argent qui mériterait d'être améliorée et, voilà, et de basculer un peu plus vers le social. Il faut repenser tout, parce qu'il y a des trucs qui vont pas. Bon, il n'y a que l'argent qui tourne, donc ça va pas la peine, quoi. Une meilleure communication, je pense que pour les gens comprennent mieux ce que fait l'Europe dans la vie de tous les jours. Je ferais prévaloir l'Europe sociale sur l'Europe économique telle qu'elle s'est structurée jusqu'à présent. L'exemple de l'Angleterre, maintenant, il y a beaucoup d'Anglais qui veulent revenir. Ils manifestent pour revenir. Je ne comprends pas les arguments de ceux qui veulent en sortir. Je pense qu'il faut lutter de l'intérieur. C'est facile de quitter le bateau quand ça va mal. Est-ce que vous comprenez que de plus en plus de pays européens souhaitent quitter l'Union européenne? Pas vraiment. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce qu'ils en ont bien profité et que c'est vraiment craché dans la soupe. C'est à mon avis une réaction impulsive, pulsionnelle et qui ne repose sur aucun raisonnement logique. C'est vraiment une réaction de peur. Oui, je comprends. Mais moi, c'est pas quitter, mais c'est revoir, parce qu'on est à côté de la plaque. L'Union européenne, c'est nous qui la faisons. Les décisions sont prises par les pays membres. Tout vient de chez nous. Il est évident que c'est un peu technocratique tout ça, au niveau européen. Je pense que ça manque un peu de démocratie. Il faut que Bruxelles soit l'incarnation des peuples. Et autrement, c'est pas possible. Vous pensez que c'est le cas actuellement? À ce moment, non. Alors, ils sont très critiques, ces Français, mais
aucun n'a semblé vouloir nous dire qu'il fallait claquer la porte. Oui, mais alors attendez, sans vouloir être critique, moi-même, il y avait 7 personnes que vous avez interrogées. Donc 7, c'est quand même pas un échantillon représentatif. Certes. Je vous rappellerai quand même que M. Macron, le 18 février dernier, lorsqu'il s'est rendu à Londres, à la BBC, il a été interrogé par la BBC, et le journaliste lui a demandé « Mais s'il y avait un référendum sur le Frexit en France, quel en serait le résultat ?» Et Macron a répondu que probablement les Français voteraient en faveur du Frexit. Et je rappellerai que lorsque l'on a demandé aux Français ce qu'ils pensaient de la Constitution européenne en 2005, il y en a 55% des Français qui ont voté non. Donc moi, ces micro-trottoirs, ce qui est intéressant dans votre micro-trottoir, c'est qu'on voit la réaction typique des gens qui s'abreuvent auprès des très grands médias. J'ai trouvé assez extraordinaire quelqu'un qui a dit tout à l'heure, là, les gens qui veulent sortir de l'Europe, c'est fondé sur aucun raisonnement, c'est un réflexe de peur. C'est exactement le contraire de la vérité. Ce sont les gens qui ne veulent pas sortir de l'Union européenne, qui s'est fondé sur aucun raisonnement, et c'est un réflexe de peur. C'est-à-dire que les gens qui viennent à l'UPR, heureusement en nombre de plus en plus important, sont tout à fait sidérés de découvrir toutes les informations que nous mettons sur la table et de découvrir à quel point c'est explicatif de la réalité. Ce que j'ai noté aussi dans votre micro-trottoir, c'est que même les partisans, à part peut-être une dame, les partisans, quand on gratte un peu, sont assez critiques, assez rapidement. Absolument. Voilà. Et qu'ils ressortent, c'est toujours les mêmes histoires. Voilà, l'Europe c'est la paix, alors que l'Europe est en train de nous entraîner à la guerre. Quand vous pensez que la France, par exemple, en ce moment, elle a prépositionné des chars ou des avions de combat dans les pays baltes, certains de nos dispositifs sont à quelques centaines de mètres de la frontière russe, que nous défendons des pays baltes qui commémorent les Waffen-SS, alors que notre intérêt géostratégique le plus fondamental, c'est d'être en très bon terme avec la Russie de Vladimir Poutine. Et c'est pas moi qui le dis, c'était De Gaulle qui l'avait dit. Tout au long de notre histoire, chaque fois que la France a été en bon terme avec la Russie, ça a été des grands moments de l'histoire de France, quel que soit le régime en France et quel que soit le régime en Russie. Et De Gaulle poursuivait en disant à chaque fois qu'on a été en mauvais terme avec la Russie, ça a été des mauvais moments. Cette prophétie qu'il faisait à Alain Perfit en 1963, elle se confirme encore de nos jours. Donc, malheureusement, le problème que l'on voit, c'est que les Français que vous avez interrogés, heureusement, ils ne sont pas représentatifs, parce que moi, je vois dans la rue, y compris dans le 11e arrondissement, beaucoup de gens qui viennent me voir. D'ailleurs, dont la moyenne d'âge est plus jeune que celle que vous avez eue là. Là, vous avez eu des personnes plutôt pas de discrimination, on a pris ceux qui venaient. Oui, non, d'accord, mais plutôt plus âgés. Parce que vous savez que, par exemple, on sait que les sondages post-électoraux ont montré qu'en 2005, seuls les plus de 60 ans avaient voté majoritairement pour la Constitution européenne, avec ça à 52%, et les plus de 70 ans avaient voté majoritairement à 57%. Donc en fait, ce sont les jeunes générations qui sont beaucoup plus critiques. La tranche d'âge, je crois, c'était 25-35 ans, avaient voté non contre la Constitution européenne à 58%. Donc voilà, moi ce que je vois surtout, c'est là un déficit complet d'informations de la part de ces personnes. Et lorsque l'euro va exploser et que ça va nous entraîner tous dans la ruine, d'un seul coup, ils vont découvrir, ils vont dire « Ah, mais personne ne nous en avait parlé ». Si nous on en parle, je trouve que toutes ces personnes devraient aller se renseigner sur notre site upr.fr, dont je fais un petit peu de pub, mais je rappelle quand même qu'il est le site le plus consulté de tous les partis politiques français. Alors on va continuer avec l'actualité italienne, François Asselineau, dont on ne peut pas se passer. Pour la première fois de son histoire, la Commission européenne a retoqué le budget italien. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Ça s'appelle très exactement une dictature. Quand on regarde le trésor de la langue française, quand on va regarder les dictionnaires, bon, la dictature, c'est quoi? Ça remonte à l'Antiquité romaine, lorsque on remet les pouvoirs dans un dictateur qui dicte ce qu'il faut faire, parce qu'il est censé être un meilleur expert, notamment si telle ou telle cité est menacée par des troupes ennemies, on va remettre le pouvoir de la cité à un spécialiste de polyurcétique, c'est la science des sièges, et puis on va lui dire sauvez-nous, et puis on va lui remettre tous les pouvoirs. C'est ça à l'origine un dictateur. Une dictature, c'est un régime politique où vous avez un individu ou un groupe d'individus qui prennent des décisions régaliennes, qui s'imposent à tout le monde sans contredit, sans possibilité de revenir dessus et contre l'avis de la majorité. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que on voit bien d'ailleurs que la construction européenne était entrée dans un processus de nécrose, parce que là, pour la première fois, vous l'avez dit, on a quelques personnes, Monsieur Pierre Moscovici, le Monsieur Juncker, là, celui qui est appelé partout le Jean-Claude Drunkard parce qu'il est sous du matin au soir. On a donc quelques personnes qui appartiennent à la Commission européenne qui décident que le budget présenté par un gouvernement souverain ne va pas, ne leur convient pas.
Alors c'est d'autant plus scandaleux que quand on regarde dans le détail, ils proposent de faire un déficit de 2,4% alors que les critères de Maastricht interdisaient normalement plus de 3%, donc on est quand même dans les clous du traité de Maastricht. Enfin, que la France a dépassé d'ailleurs. La France a dépassé un nombre de fois incalculable. En réalité, ce qu'ils critiquent, c'est le fait que le nouveau gouvernement italien ne reprennent pas les promesses du gouvernement précédent qui avait décidé de diminuer, de faire ça. Et le gouvernement italien nouveau dit que ça ne va pas du tout et qu'il faut relancer la machine économique, avoir une politique de nature keynésienne. Mais ce que je trouve incroyable, c'est que ça revient très exactement à dire que le vote des Italiens qui a chassé comme un malpropre le gouvernement précédent, qui a voulu dégager la majorité, et voilà, de Matteo Renzi, eh bien, le gouvernement, la Commission européenne considère que le vote des Italiens, qui est soutenu, le gouvernement actuel est soutenu par plus de 70% de la population italienne, que ce vote est nul et non avenu. Ça s'appelle une dictature. Ben, vous savez, ça va pas durer très longtemps. Alors, il y a aussi quelque chose qui est assez incroyable. C'est que lorsque M. Moscovici a fait sa présentation, il a présenté, puis à la fin de la conférence de presse, il avait laissé des notes, et il y a un député de la Lega qui est venu, qui a pris les notes du commissaire européen, et qui a sorti sa chaussure, et qui a frotté les notes avec sa chaussure en un geste symbolique. Voilà. Mais le plus extraordinaire était la réaction de M. Moscovici, qui a dit que c'était une atteinte à la démocratie. C'est-à-dire que c'est une inversion complète, maintenant, des valeurs. Vous avez la démocratie, je suis désolé, c'est 70% des Italiens qui soutiennent le gouvernement actuel. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une autre histoire, mais la démocratie, c'est le peuple qui décide. C'est pas la commissiono-européocratie. Hein. C'est pas la technocratie de Bruxelles qui décide. Pour que M. Moscovici en soit à dire que c'est une attaque à la démocratie, ça veut dire qu'on est vraiment dans une perturbation générale des esprits. Les gens ne comprennent plus rien à rien. C'est un des problèmes que pose la construction européenne d'ailleurs. Alors on a beaucoup entendu parler de M. Salvini sur ses positions face à l'immigration. On a notamment parlé de l'Aquarius. Est-ce que vous pensez justement que l'attitude de la Commission européenne à l'égard de Matteo Salvini vise par exemple à lui lancer une mise en garde quant à sa politique migratoire ? Honnêtement, là, sur ce coup-là, je ne pense pas. Je pense que ce sont des sujets, des dossiers disjoints. Je pense que le problème que pose le projet de budget italien actuel, c'est un fait, ça risque de faire tache d'huile auprès d'autres gouvernements qui vont se dire, bah, si l'Italie revient sur le pacte de stabilité et de croissance, là aussi, c'est une inversion du sens. Le pacte de stabilité et de croissance, en fait, c'est le pacte d'instabilité politique et d'absence totale de croissance. Donc, on est dans un univers de type, vous savez, comme George Orwell, 1984, la guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, on détourne complètement le sens des mots. Moi je ne pense pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas que les deux dossiers soient liés. En revanche, effectivement, sur le dossier de l'immigration, sur le dossier migratoire, ça c'est vrai qu'il y a des problèmes avec la Commission européenne, pas seulement. Et moi ce que je trouve assez incroyable là-dedans, c'est l'attitude de quelqu'un comme Macron, qui passe son temps à dénoncer l'Italie dans sa politique migratoire, mais Monsieur Salvini a fait, c'était il y a une semaine, il a eu beau jeu de montrer que, mine de rien, la France expulse des immigrés clandestins, elle les expulse manu militari en Italie. Et donc Salvini a dit, attendez, il nous donne des leçons de morale, mais il fait la même chose. Voilà. Donc en réalité, ça c'est un autre sujet, c'est la question migratoire. Je rappelle d'ailleurs, vous connaissez notre position, c'est que nous estimons que ça ne sert pas à grand-chose de parler des questions migratoires, puisque tout ceci, depuis le traité d'Amsterdam, a été transféré aux autorités européennes. Hein, c'est les articles, excusez-moi, on va dire que je les cite encore, mais 67, 77 et 78 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. C'est-à-dire que nous, ce que nous voulons sur les questions migratoires, c'est que, d'abord, actuellement, l'affaire est en train de déstabiliser les pays d'Europe occidentale. Voilà. Donc, nous, ce que nous voulons, c'est d'abord mettre un coup d'arrêt à ça et puis de demander aux Français quelle est la politique migratoire qu'ils veulent. Nous, ce que nous voulons aussi, c'est qu'on aille chercher les causes. Moi, je ne suis pas là à aller dénoncer, on n'est pas là pour chercher des boucs émissaires. En revanche, il y a des structures qui favorisent ces transferts de population. C'est pas moi qui le dis. Le gouvernement grec de M. Tsipras, qui paraît-il est d'ultra-gauche, paraît-il que M. Mélenchon, vous savez, il bêt d'admiration devant Tsipras. Il y a un mois, le ministère de l'Intérieur a décidé de poursuivre une organisation non gouvernementale grecque pour association de malfaiteurs et trafic d'êtres humains. Dans le sud de l'Italie, vous avez beaucoup de ces migrants qui sont en fait des migrants économiques, qui sont en fait des nouveaux esclaves.
qui viennent, qui traversent la Méditerranée avec derrière eux des phénomènes mafieux. Et c'est pas moi qui le dis, c'était dans les Échos c'était cet été. On estime à 300 000 le nombre des migrants dans le sud de l'Italie qui sont en fait employés au noir par la 'ndrangheta. Ça, on parle beaucoup de l'immigration clandestine, mais on sait qu'aujourd'hui... derrière, il y a des phénomènes mafieux. Bien sûr, mais on sait aujourd'hui que la grande partie de l'immigration, ça vient aussi du regroupement familial. Donc c'est vrai qu'on peut aussi se demander si... on sait que les téléspectateurs qui seraient favorables à un vote en faveur du Frexit, effectivement, seraient dans l'optique de retrouver une souveraineté française, notamment pour décider de l'immigration, et souvent d'une immigration, sinon zéro, avec un vrai coup de frein. Moi, ce que je pense, je suis un démocrate. Et je respecte le droit. La première chose, il faut sortir de l'Union européenne, parce que sinon, nous sommes pieds et poings liés, on le voit à l'Italie, y compris sur les politiques migratoires, comme sur la plupart des politiques d'ailleurs, que ce soit la politique étrangère, politique de défense, politique économique, etc. Donc déjà, il faut sortir de ça. Et ensuite, je voudrais que l'on fasse, c'était dans mon programme présidentiel, un grand débat national. J'avais proposé 3 grands débats. Un, sur les questions énergétiques. Après tout, on devrait aussi demander aux Français ce qu'ils pensent de la prolifération des éoliennes qui sont en train de saccager le paysage français. On pourrait leur demander... Ou du parc nucléaire. Non. Ou du parc nucléaire. Leur demander ce qu'ils en pensent. Bon. Moi, je reviens du Japon. J'ai été reçu par l'ancien Premier ministre japonais, M. Naoto Kan, qui a été Premier ministre au moment de l'affaire de Fukushima, et qui m'a expliqué, j'ai vu un homme blessé qui avait presque les larmes aux yeux. Il m'a dit, avant, j'étais pour le nucléaire. Et lorsqu'il y a eu Fukushima, il m'a montré une carte. Il m'a dit... Et à un moment, pendant 48 heures, je me suis demandé si je n'allais pas appeler à l'évacuation de 50 millions de personnes, c'est-à-dire les gens de la région de Tokyo. Bon. Et il m'a dit, depuis maintenant, je suis devenu un farouche anti-nucléaire. Ça, ce sont des vrais débats qu'il faut avoir avec les Français. C'est le premier. Le deuxième, c'est la dette. D'où vient la dette? Comment gère-t-on la dette? Est-ce qu'elle est légitime, cette dette? Quelle en est son origine? Et là, on a un grand débat qui se solde, comme pour le premier cas, par des référendums avec plusieurs questions. On demande aux Français ce qu'ils veulent. Et le troisième débat, c'est la question migratoire. C'est un débat qui empoisonne la France depuis maintenant un certain nombre d'années. C'est tiraillé par des extrémistes d'un bord et de l'autre, certains qui tapent sur les immigrés constamment, d'autres qui sont au contraire, qui jouent les bobos en disant toujours plus d'immigration. En réalité, le peuple français est un peuple sage. Nous, on a une commission migratoire à l'UPR où j'ai voulu que la grande majorité des personnes qui y sont, ce sont des adhérents d'origine justement immigrés qui souvent ont beaucoup de bon sens. Et nous, ce que nous voudrions, c'est qu'il y ait un grand débat national et qu'on demande aux Français, mais qu'est-ce que vous voulez? Sur quelle est telle politique? Sur les accords de Schengen? Sur le regroupement familial? Et puis c'est aux Français de décider dans une pipe. Est-ce que oui ou non, on est en démocratie? Et la question étant que tout le monde pourrait s'exprimer, des partis politiques, des experts. Ce sont des sujets, vous savez, très difficile parce que vous avez des hommes et des femmes qui sont derrière. Hein, c'est quelque chose qui est toujours très difficile à gérer. Mais vous avez aussi derrière des forces qui essayent d'en profiter pour jouer un rôle très particulier. On sait par exemple que si Mme Merkel a fait venir 1 million de migrants en Allemagne, c'était avec le plein accord, pour pas dire les pressions, du patronat allemand qui a vu une bonne affaire pour faire pression sur les salaires. Il y a d'ailleurs un parti de gauche de Die Linke, Sarah Wagenknecht, qui était une des égéries de M. Mélenchon, et qui a décidé de créer un parti de gauche anti-immigration en Allemagne. Ça veut dire que ces questions-là... Ce qui n'est pas nouveau. Voilà, ça veut dire que ces questions-là doivent être traitées avec beaucoup d'humanité, mais aussi il ne faut pas non plus verser dans l'angélisme. Il faut savoir quelles sont les forces qu'il y a derrière, et puis au bout du compte, rendre la parole au peuple français. Alors évidemment, rendre la parole au peuple français, c'est votre objectif pour les élections européennes, pour lesquelles vous allez présenter une liste. Vous serez tête de liste, j'imagine? Oui. Ça a été déjà décidé par le Conseil national, donc je serai effectivement tête de liste. Alors vous savez qu'il y a une grande innovation, enfin, on revient au système d'avant 2004, c'est-à-dire au système jusqu'en 1999, il y avait une liste nationale. Et puis en 1999, la liste Pasqua-Villiers avait dépassé la liste Sarkozy. Et donc, Jacques Chirac avait compris qu'il y avait quand même un risque qui s'était avéré, c'est que ces élections européennes deviennent le lieu d'un grand déballage général sur la question européenne. C'est pour ça qu'ensuite, il avait été décidé de pulvériser avec 8 grandes circonscriptions. Plus personne n'y comprenait rien, les gens, ça ne les intéressait plus. Il n'y avait plus de débat parce que finalement, à qui donner la parole?
Macron a décidé de revenir aux listes nationales. Moi, je pense que ça va lui retomber sur le nez. Moi, je pense que ça va nous favoriser parce que ça va être le lieu d'un débat national. Et moi, je vais en faire, si j'espère, la revanche de l'élection présidentielle, où je vais montrer tout ce que j'avais dit en 2017 qui allait se produire si on élisait quelqu'un qui restait dans l'Union européenne. Or, tout ce que j'avais annoncé se produit. Donc on va faire un grand débat. Nous serons la liste de tous ceux qui va, d'ailleurs j'espère, on va l'ouvrir à des gens qui ne sont pas uniquement à l'UPR, de tous ceux qui veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et mettre ce débat sur la table. Alors ça tombe bien, justement, je vous interromps, Monsieur Asselineau, ça tombe bien que vous parliez d'ouverture aux gens qui ne seront pas forcément de l'UPR. Il y a 15 jours, nous avons reçu Florian Philippot, puisqu'à la présidentielle, vous étiez le seul candidat à parler du Frexit. Cette fois, pour les européennes, vous serez 2 avec Florian Philippot. Je vous propose de l'écouter, on se retrouve juste après. Moi, je ne connais pas du tout François Asselineau humainement parce qu'on n'a pas encore eu la joie de se rencontrer. Il défend le Frexit à sa manière, avec ses idées par ailleurs qui ne seront pas forcément toutes les mêmes que les miennes. Mais peu importe. Je défends aussi le Frexit. Et quelles sont vos disparités justement? Mais non, mais on ne comprend pas politiquement. Pour cette raison-là, parlons-nous. C'est tout. Je ne dis pas qu'on fera forcément une liste commune aux européennes. Si on doit la faire, pourquoi pas? Mais au moins, voyons-nous et parlons-nous. C'est pas impossible, ça. Par exemple, Florian Philippot et François Asselineau sur la même liste pour les élections européennes, c'est pas impossible. De mon point de vue, c'est pas impossible. Si c'est l'intérêt supérieur de la France, si c'est meilleur comme ça pour avoir des députés européens qui se battront, qui parleront vraiment du Frexit et qui seront intransigeants là-dessus, faisons-le. Mais c'est pas forcément la seule manière de faire. Au moins déjà se voir, voir ce qu'on peut faire. C'est tout. Moi, vous savez, j'essaie de rencontrer dans le champ culturel, j'essaie de rencontrer dans le champ économique, dans le champ universitaire, si vous voulez, des gens qui se battent à peu près pour les mêmes idées. J'en rencontre beaucoup. Le livre, notamment, m'a permis d'aller voir des gens qui l'ont lu, qui m'ont interpellé, et c'est très bien. Dans le champ politique, on n'est pas nombreux à se battre pour le Frexit. Je ne connais pas d'autres qu'Asselineau, en fait. Voilà, à part moi et à part Asselineau et moi, j'en connais pas d'autres. Tous les autres ont renoncé. Mélenchon, Dupont-Aignan, Marine Le Pen, on en parlait. Donc, parlons-nous, c'est tout. Et essayons de dépasser les petites, je sais pas, les a priori personnels qui n'ont pas lieu d'être. L'affaire est trop grave. Alors, François Asselineau, Florian Philippot sur une même liste aux européennes? Non, mais d'abord, moi, je répondrai à vos questions lorsqu'on m'expliquera pourquoi M. Philippot a créé un parti. Voilà. Qu'il se soit rendu compte au bout de 6 ans. Moi, j'ai créé un parti, ça fait 11 ans. Qu'il se soit rendu compte, après avoir passé 6 ans au Front National, que le Front National était une escroquerie. C'est-à-dire que la famille Le Pen vit sur la bête, si j'ose dire, et que jamais il ne propose de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Comme d'ailleurs Mélenchon. Parce que toutes ces personnes l'ont été. Mélenchon, il va nous faire le coup du poussin de la veille, mais ce sont des gens qui sont députés européens depuis des années, qu'on n'a jamais vu au Parlement européen tenir le même discours que celui d'un Nigel Farage, par exemple. J'en profite d'ailleurs au passage pour dire, il y a des gens qui me disent « Ah, pourquoi vous vous présentez aux européennes puisque vous êtes contre l'Union européenne ?» Alors, le Nigel Farage, c'est bien comme ça qu'il a fait connaître le UKIP et la nécessité du Brexit. C'est justement parce qu'il avait été élu. Donc nous y allons. Qui dirige le groupe d'ailleurs où siège Florian Philippot. Voilà. Alors, oui, mais le problème de M. Philippot, si vous voulez, c'est qu'il est allé dans un parti comme ça. Il n'a pas été un petit militant de base, il a été vice-président. Il a soutenu le Front National pendant toutes ces années. Y compris lors des européennes, par exemple, qui ont eu lieu en 2014, où le Front National ne proposait absolument... Allez revoir les professions de foi, on les trouve sur Internet ou sur notre site. Il est arrivé premier parti de France. Il a été dans un mouvement politique qui ne voulait pas sortir de l'Union européenne, de l'euro. Bon... Il se trouve qu'il voit le résultat au deuxième tour de la présidentielle. Il constate que Mme Le Pen a été au minimum très mauvaise. Peut-être certains disent qu'elle a saboté ses propres chances. Moi, je ne fais pas de procès d'intention. Mais il reste encore. Et puis, il est candidat à la députation. Il a fallu attendre qu'il ne soit pas élu comme député pour que d'un seul coup, chemin de Damas, d'un seul coup, au fait, il faut sortir de l'Union européenne. Moi, je suis de formation, de tradition, j'ai été élevé dans l'église chrétienne catholique. Bon, normalement, on nous enseignait quand j'étais petit que tout péché mérite rémission, que les gens peuvent présenter leurs excuses. Mais à ce moment-là, il faut qu'il y ait une certaine éthique. La première chose que M. Philippot devrait faire, c'est déjà remettre au Front National le mandat de député européen dont il bénéficie parce qu'il avait l'étiquette Front National, parce que c'est une escroquerie vis-à-vis des électeurs du Front National. On peut considérer que c'est sa personne qui a été élue. Non, plaisanter. Bon.
D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'il n'a pas été élu comme député français. C'était surtout l'étiquette du Front National dont il bénéficiait. C'est pas autre chose. Ensuite, il devait demander éventuellement son adhésion à notre mouvement. Et puis nous, on aurait demandé. Le problème de M. Philippot, c'est que c'est la tunique de Nessus. Il a été au Front National, il est considéré par 98% des Français comme quelqu'un d'extrême droite. Et c'est assez normal puisqu'il a été à la tête de ce mouvement politique. Donc nous avons à l'UPR, nous avons des adhérents, des anciens adhérents, des anciens électeurs du Front National, mais aussi des Républicains, mais aussi de l'UDI, mais aussi des socialistes, pas beaucoup des socialistes, mais aussi de la France Insoumise. On a de plus en plus de gens qui nous rallient en ce moment venant de la France Insoumise parce qu'ils ont compris que M. Mélenchon dit tout et son contraire. Et en fait, comme Mme Le Pen ne propose jamais la sortie de l'Union européenne et de l'euro, et aussi de l'extrême gauche. Je peux vous dire que dans tout cet aréopage, il y a beaucoup de gens qui verraient d'un très mauvais œil que M. Philippot vienne. Mais le pire, c'est que M. Philippot, ça n'est pas ce qu'il a fait. Il a créé un parti. Il a siphonné, il s'est inspiré, il a fait un copier-coller de 90% de ce que je dis. Pas de tout, c'est vrai. Il ne propose pas la sortie de l'OTAN, par exemple. Il propose la sortie du commandement militaire intégré. Et puis, fort de ce larcin, si vous voulez, il essaie d'ouvrir sa boutique. Sauf que les gens, ils reconnaissent. Ils disent, attendez, ça marche pas, ça. Du coup, voilà. On a du mal à comprendre quand même s'il s'agit d'une querelle politique. Pardonnez-moi, monsieur Asselineau, pour être honnête. Mais c'est pas une querelle politique. Mais c'est une querelle politique ou au contraire une querelle de boutiquier, finalement. Mais c'est pas une querelle de boutique. Vous parlez de boutique. Est-ce que finalement, c'est pas là le problème? C'est pas un peu dommage de pas vous réunir alors que peut-être à vous deux, vous pourriez franchir le cap des 3% et être remboursé aux européennes? Mais qui commence? Si je vous pique de l'argent dans votre sac à main, et puis il n'y en a pas beaucoup. Oui, non, d'accord. Et puis qu'après je viens, et puis j'ai pris un exemple l'autre jour avec le Figaro. Si quelqu'un s'introduit de nuit comment dirais-je, au Louvre, et puis il vole la Joconde, le Saint Jean-Baptiste et la Vierge Sainte Anne et l'Enfant, c'est les 3 tableaux de Léonard de Vinci qu'il est venu fuyant le duché de Milan avec François Ier. Et puis il ouvre une boutique en mettant ces 3 tableaux. Puis il y a la police judiciaire qui arrive. Excusez-nous, c'est volé. Il part avec, il vient retrouver le musée du Louvre, le conservateur, il va lui dire, est-ce qu'on partage? Non. Monsieur Philippot, s'il voulait aider la cause que je défends, devait reconnaître quand même ce qui est évident, c'est que nous avons 332 000 personnes qui ont voté pour moi, c'est que nous avons un parti de 32 000 militants, il annonce des chiffres totalement fantaisistes, il est incapable de présenter d'ailleurs des listes. Nous, depuis le 1er janvier, il y a eu 10 élections législatives avec celle de l'Essonne qui vont législatives ou ailleurs, nous sommes présentés dans 9 d'entre elles. Monsieur Philippot il s'est présenté dans les 2 premiers où d'ailleurs il n'a pas fait un meilleur score que nous. Il n'a pris personne chez nous. Il a pris quelques électeurs du Front National et après il a arrêté de se présenter. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'affiches de Monsieur Philippot? Non, parce qu'il n'a pas les moyens financiers, il n'a pas les moyens militants. Donc pourquoi est-ce qu'il a créé ce parti politique? Pourquoi? C'est ce qu'on appelle un diviseur. Voilà. Bon, on a compris que ça ne se fera pas cette fois-là. Mais non, mais de toute façon, l'UPR, c'est un mouvement de rassemblement. C'est pas un mouvement de rassemblement d'apparatchiks. Moi, je ne crois pas dans les... Alors voilà, je vais essayer, vous savez, c'est comme... il sort avec un tel, avec une telle, il s'est mis ensemble. Et non, ça, ce genre-là, les Français n'en veulent pas. Les Français, ce qu'ils aiment à l'UPR, c'est que nous disons toujours la même chose. Tous les Français sont les bienvenus à l'UPR. Et donc, mais encore faut-il qu'ils fassent le geste de se dire « je laisse tomber les partis vermoulus et je viens ici dans ce mouvement qui est un rassemblement qui s'inspire du Conseil national de la résistance ». Donc, nous avons d'ores et déjà, c'est pas des accords d'appareil qui vont changer les choses. Vous êtes rencontrés ou même pas? Non, mais M. Philippot ne m'a jamais demandé une audience, ne m'a jamais téléphoné, contrairement à ce qu'il fait savoir. Il y a eu des, je sais pas, des proches de lui qui ont dit qu'il fallait qu'on se rencontre, mais bon, moi, j'appelle pas ça une rencontre. Bon, écoutez, de toute façon, bon, M. Philippot, excusez-moi, mais voilà, ça n'est pas notre tasse de thé. C'est quelqu'un qui donnerait de notre parti un mouvement, une image d'extrême droite. Aussitôt, vous comprenez, les grands médias seraient trop contents de nous qualifier d'extrême droite, même si ça, d'ailleurs, ça peut être injuste par rapport au discours que tient M. Philippot aujourd'hui. Mais nous sommes dans un monde d'images, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Nous avons un mouvement qui rassemble des gens de tous les horizons. Il n'y a pas de raison particulière pour que je fasse quelque chose. C'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si M. Ruffin ou M. Alexis Corbière quittaient France Insoumise et puis qui créaient, je ne sais pas moi, les Républicains Patriotes et puis qu'ils prenaient toutes nos idées et puis après ils viennent me voir en disant on partage. Non mais attendez...
Ça poserait les mêmes problèmes avec Alexis Corbière ? Bien sûr, parce qu'on est dans un mouvement de rassemblement. Ça participe d'une démarche. La démarche de M. Philippot participe d'une démarche politicarde et qui n'a aucune éthique. Voilà. Les Français, ils ont besoin de retrouver de l'éthique. De l'éthique, c'est-à-dire de l'honnêteté, de la sincérité. Si M. Philippot dit il s'est trompé, ben il dit je me suis trompé et donc je rallie le mouvement. Voilà. Mais on ne fait pas un truc comme ça. Vous savez, on a connu ça dans le passé. Rappelez-vous, en 40, les gens qui ont lancé contre De Gaulle et la France libre, vous aviez les Américains qui avaient lancé le général Giraud, ce genre de truc. On se rassemble et puis on tient compte de la vérité. La vérité, c'est qu'il y a un mouvement politique qui existe depuis 11 ans et demi, qui s'est créé pour sortir de l'Union européenne, de l'euro, c'est-à-dire qu'avec une préscience, une prémonition, une qualité d'analyse dont témoigne d'ailleurs notre charte fondatrice qui est en ligne. Je n'ai pas modifié une virgule de cette charte qui va bientôt avoir 12 ans au mois de mars prochain. Est-ce qu'on peut me montrer sur la scène politique française des partis politiques qui peuvent ressortir leur texte fondateur, d'abord la plupart n'en ont pas, leur texte fondateur millésimé d'il y a déjà 12 ans d'âge et qui non seulement n'ont pas pris une ride, mais apparaissent toujours plus pertinents. C'est ce qui fait l'impact de notre mouvement politique. Nous avons une ligne qui est tracée, qui est une ligne de dignité, de respect de la parole donnée. Tout le monde est bienvenu, mais on ne fait pas des petites alliances politiciennes comme ça parce que tel ou tel veut être calife à la place du calife. C'est ça la vérité. Merci beaucoup, Monsieur Asselineau. Merci d'être venu encore une fois sur TV Liberté. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas qu'il faut partager cette vidéo pour la faire connaître et nous aider. Merci et à bientôt.